Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Je vous dis que nous sommes à l'aéroport d'Orly en décembre 1956. Ça doit commencer à vous rappeler quelque chose. C'est Alain Mimoun qui sort de l'avion. Oh, il y a une foule incroyable sur le tarmac. Il est accueilli en héros. Il vient de remporter sous drapeau français l'épreuve de marathon aux Jeux Olympiques de Melbourne en Australie. J'ai eu l'occasion, il y a bien longtemps, cela dit, de raconter cet exploit de Mimoun. La presse, les officiels, les photographes, tout le monde est là. On voit en Mimoun la symbiose entre deux pays. N'oubliez pas qu'on est en 1956, que depuis 2 ans, ça bouge énormément en Algérie. Mimoun s'est converti au catholicisme, ce qui aide évidemment pour son image dans l'opinion publique. Et quelques jours plus tard, donc là maintenant on est en janvier 57, eh bien il est reçu à l'Élysée par le président René Coty, qui doit lui remettre les insignes de chevalier de la Légion d'honneur. Et parmi les invités qui sont là dans la salle des fêtes de l'Élysée, il y a un homme assez petit, visiblement il a l'air maghrébin, ce monsieur. Il a reçu un télégramme de Mimoun qui l'invite à la réception. Il a fallu qu'il se trouve un costume. Bon, on peut pas dire que le costume lui aille très bien d'ailleurs, mais il ne pouvait pas ne pas honorer cette invitation. Donc il est venu par le métro, il s'est présenté parmi les tout premiers invités, et puis il s'est tenu là bien discrètement à l'écart, ne parlant à personne. Il arbore un sourire qui lui vient naturellement, mais ce sourire, il le réprime aussitôt pour ne pas laisser voir ses dents gâtées. Alain Mimoun l'accueille à bras ouverts et les deux hommes échangent chaleureusement. « Ah, je te dois tout, dit Mimoun. Tu as ouvert la voie. » Et il met ce petit homme timide en valeur. Il le présente carrément au président de la République. Lui aussi a offert une médaille d'or à la France, dit Mimoun. Le président Coty, qui ignore tout de cet homme, il faut dire qu'il n'a pas vraiment une carrure d'athlète olympique, ce monsieur, eh bien, Coty s'informe, il est mis au courant de la situation sociale assez difficile, pour pas dire très difficile, de ce monsieur. Le président s'engage à lui venir en aide, et c'est comme ça que quelques jours plus tard, l'invité va recevoir une place de gardien de gymnase. Il est fier de cet emploi à plein temps, ça lui redonne un peu de baume au cœur. En plus, il est dans le milieu du sport qu'il aime, il observe, il est là, assis dans un coin maintenant, dans le gymnase, regardant ces jeunes sportifs qui s'entraînent dans un effort permanent, et il se revoit quand il avait leur âge. Franck Ferrand sur Radio Classique. Il s'appelle, je ne vous l'ai pas encore dit, il s'appelle Ahmed Bouguera El Wafi et il est né en 1898, pas loin de Biskra en Algérie française à l'époque. Le nom exact de son village, c'est Ouled Djellal. Il va passer son enfance dans les rues de Ouled Djellal, tout au bord du désert. Hein. C'est un petit peu le bout du monde là-bas. Il y a un petit cours d'eau. On ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup d'abondance, c'est le moins qu'on puisse dire. Ahmed n'a pas beaucoup d'amis. Il est la mascotte de ses sœurs. Ses sœurs s'appellent Oussama et Kaïna. Elle se moque de sa chevelure crépue, dressée comme un casque au-dessus d'un visage émacié avec des pommettes bien saillantes. Il faut dire qu'il est vraiment pas gras, Ahmed. Hein. Il frôle le rachitisme à force de combattre la faim avec du lait de brebis et des fèves, quelques pois chiches de temps en temps. Il fait 48 kilos pour 1m60, vous imaginez. Et pourtant, il va se présenter, il est jugé apte au combat et s'apprête à rejoindre un régiment de tirailleurs sénégalais. Le voilà maintenant au port d'Alger qui embarque sur un grand navire, destination Marseille. Il ne se doute pas qu'en fait, il est en train de quitter à jamais sa destination, sa région natale des Aurès. Il ne sait pas davantage qu'en moyenne, 2 appelés sur 3 ne reviennent pas indemnes de ce voyage offert. Hein. On est en pleine grande guerre, bien sûr, vous l'avez compris. Il rejoint la ligne de front en octobre 18, c'est au dernier moment, hein, juste 1 mois avant l'armistice, ce qui fait que la guerre s'achève avant qu'il ait eu le temps de l'éprouver. Il n'a pas connu, lui, les bombardements, la boue des tranchées, le sang, les gaz, tout ça, il a été épargné, Ahmed.
Il attend dans sa caserne. Une fois la fin de la guerre déclarée, il lui reste 33 mois à passer sous l'uniforme, puisque le service militaire est de 3 ans à l'époque. Et on lui annonce qu'il va partir en Allemagne, dans les territoires occupés par la France, les territoires de la Ruhr. Il espère pouvoir comme ça aider les siens, parce qu'il reçoit une solde, et cette solde, il pourra l'envoyer là-bas au pays. Déjà, il aime courir à travers les faubourgs déserts. Il emprunte toujours le même itinéraire. C'est presque une manie. Ses supérieurs l'ont repéré et lui proposent de représenter le régiment à la course à pied, parce qu'il y a une rencontre d'athlétisme qui doit avoir lieu. Alors pourquoi pas ? Voici ce que nous dit Philippe Langenieux-Villard dans la biographie qu'il lui a consacrée, qui s'appelle « La course à l'oubli » aux éditions Héloïse d'Ormesson. Les compétitions sportives militaires sont dans les années 1920 l'antichambre des championnats nationaux. Inscrire son nom à leur palmarès promet une notoriété immédiate dans le petit monde du sport. Eh bien, El Wafi, effectivement, va remporter... Surprise générale, hein. Il remporte le 10 000 mètres et il va devenir un peu la mascotte de ses camarades. Et une fois libéré de ses obligations, il s'installe à Paris, intègre les usines Louis Renault. C'est la grande époque, on est dans l'entre-deux-guerres, on fabrique des voitures à tour de bras. On l'embauche à l'atelier des pièces détachées en qualité de décolleteur-tourneur. C'est une vie dure et routinière, mais qui lui convient. Il se consacre essentiellement, lui, à la course à pied. Tous les matins. Il rejoint le club d'athlétisme de l'île Saint-Germain, à Issy-les-Moulineaux, donc tout près des usines. Hein. C'est un club qui est ouvert aux ouvriers de Renault. Et on peut dire que, même si on déplore un peu son manque de technique et son obstination à ne surtout jamais changer de style, c'est un style un peu désordonné, néanmoins, il suscite par sa vaillance, par sa pugnacité, il suscite l'admiration de tous. On est en plein préparatif des Jeux Olympiques d'été de 1924, qui vont être organisés à Paris, on a eu l'occasion de le dire suffisamment l'année dernière, et Ahmed a battu, lors des championnats de France, son principal concurrent, qui était l'espoir français de ces futurs Jeux, qui s'appelait Jean-Baptiste Magnès. Et donc, puisque son concurrent est vaincu, il est, lui, sélectionné pour les JO avec 3 autres Français. Vous imaginez un petit peu la fête à l'atelier. Ah, c'est plus une mascotte, là, il est vraiment devenu, l'homme qu'il faut absolument fêter. Vous écoutez Radio Classique. Et donc, Ahmed va participer aux Jeux Olympiques de Paris sur son temps de congé. C'est un marathonien amateur. Hein. Il est présent au défilé d'ouverture, bien sûr. Vous imaginez l'honneur pour ce jeune homme. Le 13 juillet, au matin, on projette d'ajourner la compétition à cause de la canicule. Il fait vraiment une chaleur terrible. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait eu l'occasion de parler de ces Jeux Olympiques de 1924 qui se sont faits dans la grande chaleur. Finalement, le comité décide de décaler la course qui était prévue à 15h. Elle aura lieu à 17h. Elle est retransmise par radio et haut-parleur au stade de Colombes. Les journalistes sont là autour des favoris. Il y a un Finlandais, un Italien, des Américains. Les Français, leurs chances de victoire sont tellement dérisoires qu'ils sont un petit peu oubliés, là, il faut bien le dire. Et c'est le coup d'envoi. Le peloton se fragmente tout de suite. Un Français se détache au bout du 10e kilomètre. C'est Gabriel Verger. Et immédiatement, le public se met à crier, à applaudir. Verger finit par abandonner. Et Ahmed, lui, qui suit toujours à son rythme, se maintient dans les 20 premiers. Mais il y a un autre Français qui court en tête derrière le Finlandais Stenros. C'est le fameux Jean-Baptiste Magnès, avant de se faire distancer à son tour par les coureurs italiens et américains. Et là, on est maintenant au 38e kilomètre. Hein. C'est le marathon, vous voyez qu'on n'est plus très loin de la fin. On aperçoit un Français dans les 10 premiers. Cet athlète est inconnu, il a un nom qu'on n'arrive pas à prononcer. On ne sait pas trop comment il est arrivé là aux avant-postes, la presse ne le connaît pas. Ses collègues de travail qui sont dans les gradins sont derrière le journaliste qui parle dans le gros micro de la radio de l'époque et lui dit « C'est Ahmed, c'est Ahmed !» El Wafi va se classer 7e sur la ligne d'arrivée, donc premier Français. Tout le monde est content, mais lui il est déçu. Hein.
Ça ne veut pas dire qu'il renonce. Il lui va falloir redoubler d'efforts. On le persuade que le pire adversaire d'un athlète, c'est son propre corps, qu'il faut le protéger des blessures. Le seul remède, c'est la préparation, des étirements, de la musculation, des exercices de souplesse, de décontraction. On le voit qui saute à la corde, qui travaille ses abdos, qui apprend à respirer sous les conseils de l'ancien champion français de cross-country, Louis Corlay, le grand Louis Corlay. Il va progresser comme ça, ces longues séances d'entraînement ponctuées de sorties dans les sous-bois portèrent leurs fruits, écrit le journaliste Patrick Pierquet. Il se vit de nouveau retenu pour courir le marathon olympique à Amsterdam. Alors là, on se cotise, on va casser les tirelires pour lui permettre de parfaire sa préparation et d'aller là-bas. Et de fait, il monte en puissance dans les mois qui précèdent ces Jeux Olympiques d'Amsterdam. Donc là, on est en 1928, bien sûr. Et c'est vrai qu'il a un entraînement intense. Il est bientôt meilleur de sa forme. Il va se classer 6e d'un Paris-Corbeil. Il enchaîne les courses au moment des championnats de France. Le 8 juillet, il termine à la première place du marathon qui se déroulait entre Maison-Alfort et Melun. Ce qui veut dire qu'il est sélectionné pour les JO. Le voilà, gare du Nord. Mais non, il est dans le train. Mais non, il est à Amsterdam avec les 231 athlètes français qui vont représenter le pays aux Jeux Olympiques d'Amsterdam. Le marathon doit avoir lieu le 5 août. 70 coureurs au départ, dont 4 Français. Finalement, ils ne seront d'ailleurs que 68 coureurs au départ, ce qui n'empêche que Ahmed porte le dossard numéro 71. Je cite de nouveau Philippe Langenieux-Villard. Tu as 2 manières de t'y prendre, lui a bien répété Louis Corlay. Soit tu regardes le sol, et dans ce cas, tu te bats contre toi, soit tu fixes les dossards de ceux qui te précèdent, et alors tu cours contre eux. Je te rappelle qu'ici, tu es venu pour arriver devant, tu es venu pour triompher. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Le peloton quitte donc l'arène du stade d'Amsterdam, c'est normal, c'est un marathon, la course se poursuit à travers les rues d'Amsterdam, autant dire le long des canaux bien sûr, il fait 16 degrés environ, petite brise. Ahmed s'applique à respecter sa cadence, il est dans son monde, il est un peu dans sa bulle, il n'entend pas les acclamations de la foule. Le groupe de tête se livre à une lutte peut-être un petit peu trop précoce, ça va fractionner le peloton et Ahmed en tire profit. Il atteint la 7e position au 30e kilomètre. Les derniers abandonnent. Il y en a d'autres qui jettent dans ce qui reste encore à parcourir leur ultime force. Lui est au bord de l'asphyxie. On le voit qui suce des pastilles Valda qu'on lui tend. Il dépasse l'Américain qui était là. Faut pas se retourner. Je cite de nouveau son biographe. Il est second alors qu'il lui reste 3000 mètres. Puis des drapeaux français commencent à se hisser. Le stade ovationne ce petit homme aux cheveux hirsutes. La course est finie. Sur les panneaux géants du stade s'écrivent successivement un nom, El Wafi, un pays, France, un temps, 2h33 minutes et 57 secondes. Alors là, c'est la victoire qu'on n'attendait pas. On distingue les champions dans les vestiaires. Le protocole public des médailles n'est pas encore instauré. À l'époque, ce sera seulement en 1932 d'ailleurs. Il n'y a pas de discours ni d'hymne, etc. Ahmed contemple simplement cette médaille d'or qui pend au bout de son ruban. La seule médaille d'or en athlétisme de cette Olympiade pour nous. Et il a la victoire généreuse, il veut partager ça avec ses coéquipiers et même avec ses camarades d'usine. Il va être à son retour fêté comme un héros, vous imaginez. On a écrit partout sur les murs de l'atelier le chiffre 71, c'était son dossard 71. Et il devient tellement célèbre qu'il est carrément contacté par le cirque Barnum and Bailey, vous savez, le grand cirque américain. On l'invite chez Lip pour lui faire miroiter pas mal d'argent. L'idée, ce serait de le faire courir contre des animaux sauvages. Et comme Ahmed veut changer de vie, il se dit pourquoi pas. Après tout, il va donc rejoindre les 1400 salariés du plus grand chapiteau du monde. Ça doit être une expérience complètement folle pour lui d'ailleurs. Le patron du cirque, c'est Ringling North, veut monter un numéro où l'athlète doit courir plus vite qu'un ours. Ahmed se sent un petit peu pris au piège là. Il n'a pas posé les bonnes questions. La variété des tâches, l'émulation collective, tout ça lui fait oublier l'atelier de Billancourt. Il fait ce qu'il peut et pourtant il ne parle pas du tout anglais. Il y a un documentaire qui s'appelle El Wafi, La gloire ne dure que 42 km 195. Un documentaire réalisé par Yvan Gastaud et Renaud Dalmar. Et une historienne, Laure Pitty, dans ce documentaire rappelle, je cite, la dimension
exotique et raciale qu'on donne aux exploits sportifs des indigènes, comme on dit à l'époque dans ce cirque. Et on met El Wafi dans une situation où on le ridiculise, où on l'exhibe. C'est ça l'histoire. Et il est totalement déçu, bien sûr, par cette expérience américaine. Il va rentrer en France seul et gagner. Lui qui a gagné sa vie en courant, bien qu'il n'ait pas gagné d'argent en courant le marathon, bien sûr, les Jeux Olympiques sont réservés aux seuls athlètes amateurs, à ceux qui ont la passion du sport. Le président du Comité national des sports, Gaston Vidal, est bien embarrassé pour la sélection de 1932 au JO. Qu'est-ce que vous voulez, mon ami? Vous êtes devenu un animal de cirque, lui dit-il. Et Ahmed est complètement dévasté. Il ne comprend pas cette sévérité, lui qui briguait une nouvelle médaille olympique. Alors il va renouer avec un ancien camarade de régiment. Ils vont décider d'ouvrir un bistrot grâce au petit pécule qu'il a rapporté des États-Unis, Ahmed. Et le nom est tout trouvé, c'est la médaille d'or. Et ça devient la priorité de ce monsieur qui va, pour tout vous dire, faire les frais des grandes crises de cette époque. Il est bientôt ruiné. Pour la première fois, il peut même plus envoyer d'argent au bled. Et puis, il a personne, lui. Il n'est pas marié, il n'a pas de famille, il n'a même pas d'amis. Un jour, il va se faire renverser par un bus au moment où il était en train de traverser la rue. Il est reçu d'urgence à l'hôpital. À 40 ans, cet accident l'a rendu invalide. Il va falloir des mois de rééducation. Et sa sœur et son mari, sa sœur Kaina, sont venus s'installer à Stein. Il l'héberge. El Wafi sans pattes, il perd ses cheveux et ses dents. Vous voyez comment il va finir par devenir cet invité d'Alain Mimoun, son cadet de 23 ans. Il l'a suivi aux entraînements au stade Jean Bouin à Charletti. Il a suivi l'ascension de Mimoun. Et puis il y a eu donc ces Jeux extraordinaires à Melbourne, cette victoire impensable, la suite, vous la connaissez. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et maintenant, de l'autre côté de la Méditerranée, c'est la guerre d'Algérie qui fait rage et qui s'immisce dans le quotidien des Algériens qui se trouvent de ce côté-ci de la Méditerranée. Les partisans du FLN demandent à El Wafi de payer l'impôt révolutionnaire et on lui reproche son manque de soutien à la cause algérienne. Non seulement à lui d'ailleurs, mais aux siens et à sa famille. Ahmed ne partage pas cette cause et on va l'insulter, tu es un traître. Enfin, on connaît ces histoires, ces déchirements terribles. Le 18 octobre 1959, Ahmed est en train de fêter ses 61 ans en famille, dans un café de la plaine Saint-Denis. On discute, on rit. Et puis, la porte d'un seul coup s'ouvre avec fracas. 3 hommes munis d'armes à feu font irruption dans la salle. Ils accusent Kaina de ne pas avoir payé le fameux impôt. Ahmed essaie de s'interposer. Il se lève, il veut prendre la défense de sa sœur. « T'as été champion, ça ne garantit pas d'être héros, tu sais », dit un des hommes armés qui va tirer sur Ahmed et le tuer sur le coup. L'humanité, l'équipe vont se faire l'écho du drame. Mimoun est complètement bouleversé. Quelque temps plus tôt seulement, il avait reçu, vous vous rendez compte, sous les ors de l'Élysée, celui qui avait été, sinon son entraîneur, en tout cas son modèle, celui qui, comme il l'avait dit lui-même, avait ouvert la voie. Ahmed Bouguera El Wafi est enterré dans le cimetière musulman de Bobigny. Le comité olympique français va prendre en charge les frais d'obsèques. Il faudra attendre la fin des années 1990. Oui, vous m'avez bien entendu. La fin des années 90 pour que sa figure retrouve sa place dans les récits historiques. Et je dois d'ailleurs au patron de la librairie Fontaine, qui est tout près d'ici, tout près des studios de Radio Classique, de nous avoir indiqué ce sujet et ce personnage dont je dois vous avouer que je n'avais même pas entendu parler. En plus d'un gymnase à la Courneuve, il y a maintenant une avenue à son nom, près du Stade de France, et il y a même une émission sur Radio Classique. Vous écoutez Radio Classique.